Donc là, pour les pathologies de la dent permanente immature, donc on va définir qu'est-ce que ça veut dire une dent permanente immature. Donc la dent permanente immature, c'est une dent présente sur l'arcade. Elle est déjà sur l'arcade. Mais la jonction, vous suivez s'il vous plaît les flèches, la jonction cémentodentinaire, c'est ce qu'on appelle la GCD apicale, n'est pas encore en place. Donc là, sachez que, c'est-à-dire pour la maturation de la dent, il faut compter toujours 3 à 4 ans après l'éruption. Vous avez vu, en principe, dans le cours de la dent de 6 ans, ou bien la première molaire permanente, les différents stades de nos là, d'accord? Donc là, le stade 0, vous avez 0, absence de la crypte, d'accord? Pour le stade 1, vous avez présence de la crypte ou bien présence de crypte. C'est quoi une crypte? La crypte, c'est une lacune osseuse, c'est une lacune qui se trouve au niveau de l'os. Donc, radiologiquement, elle apparaît comme une image bien circonscrite par un liseré, c'est-à-dire radio-opaque, et à l'intérieur, elle est radio-claire. La crypte, avant le début de la minéralisation, avant la calcification initiale. Donc, comment on peut faire la distinction entre le stade 1 et le stade 2? Donc là, au niveau du stade 1, la crypte est radio-claire à l'intérieur. D'accord? Dans le stade 1, il faut un début de calcification, une calcification initiale, ça veut dire que vous êtes dans le stade 2. C'est-à-dire un début de calcification, vous allez remarquer au centre de votre crypte une petite image radio-opaque. Très bien, donc pour le stade 3, vous avez le 1/3 de la couronne qui est édifiée. Le stade 2, c'est les 2/3 de la couronne qui sont édifiés. Pour le stade 5, vous voyez, la couronne est presque achevée. Le stade 6, la couronne est complètement formée. Vous voyez, et vous avez quand même une ébauche, la première ébauche de votre racine. Dans le stade 7, vous avez 1/3 de la racine qui est déjà édifiée. Le stade 8, vous avez les 2/3 radiculaires qui sont édifiés. Donc là, à ce stade, c'est-à-dire au stade 8, c'est-à-dire là, il faut avoir les 2/3 de la couronne qui sont formés pour que la dent puisse faire son éruption sur arcade. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer après comment vous faites la distinction entre le stade 8, 9 et 10. D'accord? Donc là, pour le stade 8, généralement, l'apex présente la forme d'un entonnoir ouvert. La forme d'un entonnoir ouvert avec des parois convergentes. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire un entonnoir? Non, madame. L'entonnoir, ou l'embot. D'accord? Donc, le stade 8, vous avez la forme d'un entonnoir, c'est-à-dire l'extrémité apicale qu'on large, l'embot à l'envers. Vous connaissez l'embot? Oui, madame. On l'utilise, l'entonnoir, on l'utilise, c'est-à-dire pour remplir les liquides, d'accord. Donc là, dans le stade 8, vous avez la forme d'un entonnoir. Imaginez l'entonnoir vers le bas, mais vers le haut. Bon, dans ce cas, ça dépend de la dent. Est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure? Mais la partie la plus large, elle est toujours vers l'apex, vers la partie apicale. D'accord? Par contre, dans le stade 9, la racine est presque achevée, mais elle n'a pas encore terminé son édification. C'est encore ouvert. Donc, vous avez toujours un apex ouvert, mais là, les parois sont les deux parois. Vous avez une forme cylindrique. On a un entonnoir au stade 7, c'est-à-dire les parois sont convergentes. En fait, elles se rapprochent. Les deux parois presque parallèles. D'accord? Par contre, dans le stade 10, c'est la maturation avec la formation, c'est-à-dire d'un apex punctiforme. Vous voyez, vous avez un poids, un apex punctiforme et une JCD en place, une jonction cémentodentinaire en place. Est-ce que c'est clair pour les stades de Nolla?
s'il vous plaît? Oui, madame. Normalement, vous avez déjà vu ça, non? Oui, madame, on a fait ça déjà en OP, Très bien. odontologie Très bien. pédiatrique. C'est l'odontologie pédiatrique aujourd'hui, Thanik, hein? Oui. D'accord? Ça, c'est un cours de pédo. Comme les cours d'OC. C'est un cours de pédodoncé, s'il vous plaît. D'accord? Donc, là, il faut faire la distinction entre le stade 8, le stade 9 et le stade 10. Je vais vous montrer sur une radio comment vous pouvez, c'est-à-dire faire la distinction entre les différents stades. Très bien. Donc là, en se référant, c'est-à-dire aux tables de noms là, c'est-à-dire en se référant aux tables de noms là, qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire constater ou qu'est-ce qu'on peut prendre comme conclusion? Donc là, pour que la dent puisse faire son éruption, il faut au moins les 2/3 de la racine qui sont édifiés. C'est-à-dire, c'est le stade 8 de Nolla. La dent ne pourra jamais faire son éruption avant le stade 8 de Nolla. Entre le stade 8 de Nolla et le stade 10, c'est-à-dire la maturation complète de la dent, il faut compter entre 3 à 4 ans. C'est-à-dire entre l'éruption de la dent et sa maturation. Très bien, donc on va faire un petit résumé sur les particularités anatomo-physiologiques de la dent permanente immature. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire par la suite, les pathologies. Pourquoi la lésion est sévère? Pourquoi la lésion est à évolution rapide? Vous allez voir pourquoi. Donc, en commençant par les particularités anatomiques. Par la couronne, c'est une dent qui présente une morphologie mouvementée, c'est-à-dire là, vous n'avez pas encore la maturation post-éruptive, d'accord? On a vu ça en deuxième année. Vous avez des cuspides qui sont très prononcés, les sillons sont très profonds, très anfractueux, et en même temps, vous avez l'émail est poreux, c'est-à-dire il n'a pas encore atteint sa maturation adamantine post-éruptive, c'est-à-dire vous allez l'émail est moins calcifié, il n'est pas encore très chargé de minéraux, donc il résiste moins face, c'est-à-dire aux attaques acides. Donc là, vous voyez sur une image microscopique, un émail d'une dent immature, vous voyez, c'est poreux, vous avez des porosités, donc l'émail n'a pas encore subi sa maturation post-éruptive. Vous savez qu'avec le temps, au fur et à mesure, au fil des années, il y aura une précipitation de phosphate de calcium et de fluorophosphate de calcium qui vont renforcer la surface amilaire. Donc là, non seulement que votre émail est moins chargé, moins minéralisé, en même temps, il est poreux, vous voyez les porosités, ce qui favorise la stagnation de la plaque, c'est-à-dire ce qui favorise la stagnation de la plaque sur la surface qui peut être le point de départ d'une déminéralisation et par la suite l'apparition d'une cavitation. Pour la dentine, toujours, elle présente une structure fragile. Pourquoi? Pareil, vous avez, c'est encore la dentine primaire. Qu'est-ce qu'on a dit? La dentine primaire, elle se forme jusqu'à la maturation complète de la dent, c'est-à-dire jusqu'au stade 10 de Nolla. Après la maturation complète de la dent, vous aurez la formation ou bien la position de la dentine secondaire. Donc, la position de la dentine secondaire va augmenter l'épaisseur de votre dentine. Donc, qui dit augmenter l'épaisseur de la dentine, ça veut dire augmenter la résistance face au processus carieux. C'est logique. Si vous avez plus d'épaisseur, ça veut dire que la dent va résister mieux. Donc, non seulement vous avez une fine épaisseur, peu minéralisé, d'accord, comme pour l'émail, ça c'est la même chose. En même temps, vous avez les tubuli dentinaires qui sont très largement ouverts. Donc là, vous n'avez pas encore la formation de la dentine péritubulaire. C'est-à-dire les tubuli sont largement ouverts, ce qui, c'est-à-dire favorise, comment dirais-je, la propagation rapide de la carie. Donc là, j'ai mis exprès cette radio. Pourquoi? Pour que je puisse vous montrer, c'est-à-dire les images radiologiques, c'est-à-dire des germes dentaires. Par exemple, ici, la crypte, c'est quoi? Vous voyez ça, c'est la crypte,
Mais ici, c'est le stade 1. Pourquoi? Il y a un début de calcification. D'accord? Donc, la crypte, c'est une cavité radio-opaque bien circonscrite par un liseré c'est une cavité radioculaire limitée par un liseré radio-opaque. Ici, c'est le stade 1. Pourquoi? Puisqu'on a un début de calcification. C'est quel stade? C'est le stade 2. S'il vous plaît, c'est quel stade ici? Qu'est-ce qu'on a dit? Stade 0, absence de la crypte. Le stade 1, présence de la crypte. Le stade 2, le début de calcification. Donc là, vous voyez ici, les petites montagnes, c'est les ébauches des prochaines molaires. Vous avez 5 cuspides, les ébauches des 5 cuspides. Donc là, c'est le stade 2, un début de calcification. Ici, vous avez pratiquement, c'est quel stade? Vous me répondez, s'il vous plaît. 6. C'est le stade. Oui. 6. Vous avez les 2 tiers coronaires qui sont formés. C'est quel stade? Madame, 6 ou bien 7? Vous voyez. Je ne vais pas vous dire la réponse. D'accord? Vous avez les 2 tiers coronaires qui sont édifiés. Stade 4. Donc, ici, c'est le stade 1, début de calcification. Ensuite, le stade 3, c'est le 1 tiers. C'est 1 tiers. 1 tiers de la couronne qui est calcifiée. Édifié. Très bien. Donc, là, vous avez les 2 tiers de la couronne qui sont édifiés. Ça veut dire que c'est le stade 4. 4. Très bien. C'est le stade 4. Donc là, par contre, pour cette dent, vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir ouvert. Vous voyez? Oui, madame, c'est le stade 7. Non, c'est le stade 8. Très bien. C'est le stade 8 de Nolla. Donc là, vous voyez, la dent est sur arcade. D'accord? Donc, c'est le stade 8 de Nolla. D'accord? Vous voyez, ici, les 2 extrémités sont convergentes, la forme d'un entonnoir ouvert. Donc là, pour la racine, quelles sont les particularités anatomiques de la dent immature? Donc là, vous voyez, elles sont d'apparence frêle, c'est-à-dire fine. D'accord? Plus ou moins courte. Donc, tout dépend le stade d'évolution. Bien sûr, qui te la dent au stade 7, mais qui te au stade 8 ou bien au stade 9. D'accord? Donc là, la racine est plus ou moins courte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore terminé son édification. Vous voyez encore, les parois sont fragiles. Vous voyez, l'épaisseur des parois sont fragiles avec des canaux et une chambre pulpaire très volumineuse. D'accord? Et une cavité pulpaire largement volumineuse avec des cornes pulpaires très hautes. Donc là, vous voyez l'épaisseur de la dentine, c'est avec la maturation, c'est-à-dire après l'édification radiculaire, c'est-à-dire après la formation de la dentine primaire, la position de la dentine secondaire qui va, c'est-à-dire augmenter l'épaisseur de la dentine. Ce qui va, c'est-à-dire la dent va se défendre mieux. Donc, pour les cornes pulpaires, elles sont très hautes, avec un canal très large, évasé dans le sens où l'extrémité apicale est très large par rapport à l'extrémité cervicale. Vous voyez, revenons à la radio, ici, vous voyez, l'extrémité apicale est très large par rapport à l'extrémité, vous voyez ici, l'extrémité cervicale. C'est ce qu'on appelle l'aspect en tremblant ou bien en entonnoir ouvert, d'accord? Donc, vous voyez, l'apex est largement ouvert, brillant, sous forme d'un entonnoir apical. Donc, toujours pour la pulpe, quelles sont les particularités de la pulpe? Vous avez vu une chambre pulpaire volumineuse, donc par conséquent, une masse pulpaire très volumineuse, constituée d'un tissu conjonctif jeune, doté d'un excellent pouvoir de réparation. C'est ça l'avantage de la dent immature, c'est que vous avez un tissu conjonctif jeune, c'est-à-dire sur les dents immatures, on pourra, c'est-à-dire espérer une cicatrisation, c'est-à-dire vous faites, c'est-à-dire le traitement dans le moment
c'est-à-dire le moment idéal. Très bien. Toujours la pulpe, elle est caractérisée par une innervation immature qui contribue à rendre moins sensible la dent permanente jeune aux différentes stimulations externes. C'est-à-dire même pour les pulpites aiguës, vous n'avez pas la notion de vase clos, la notion de la compression intrapulpaire. Pourquoi? Puisque là, non seulement l'apex n'est pas fermé, c'est-à-dire c'est ouvert, il y a une communication entre l'endodonte et le milieu externe, d'accord? Au même temps, vous avez une innervation immature, c'est-à-dire l'enfant, en présence de carie, il ne va pas sentir très très mal comme pour l'adulte. C'est pour cette raison que la carie évolue vite, c'est-à-dire des fois sans symptomatologie douloureuse. Donc là, pour le parodonte de la dent permanente immature, donc lorsque la dent arrive en occlusion, donc logiquement les fibres ligamentaires cervicales sont complètement formées, les fibres horizontales et apicales sont immatures, et là, pour, c'est-à-dire atteindre la maturation du ligament alvéolo-dentaire, il faut avoir la maturation complète, la formation complète de la dent. Donc, il faut compter 3 à 4 ans après, c'est-à-dire l'éruption de la dent. Donc, quelles sont les particularités anatomiques du tiers apical? Donc, on va voir le tiers apical de la dent permanente et immature. Donc, en formation, il est en entonnoir ouvert, vous allez voir, avec des parois fines et fragiles. Donc, là, on va faire la distinction entre les 3 derniers stades, c'est-à-dire de l'éruption à la maturation de la dent. Les autres stades, on s'en fout. Pourquoi? Puisque la dent n'est pas encore sur arcade. Elle n'est pas encore sur arcade, donc le risque d'être, c'est-à-dire atteinte par la carie ou autre chose, est pratiquement minime, voire c'est-à-dire inexistant. Donc là, mais par contre, après l'éruption de la dent, là, la dent est susceptible d'être, c'est-à-dire cariée ou bien d'être fracturée. Vous allez voir les différentes pathologies qui pourront toucher la dent immature. Donc, à l'éruption, se fait au stade 8 de Nolla. On a parlé de ça déjà. Donc, dans le stade 8 de Nolla, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 2 tiers de la racine qui sont édifiés et vous avez l'ouverture en entonnoir ouvert. Donc, là, vous voyez, les parois sont divergentes. Les 2 parois sont divergentes et vous avez l'entonnoir, ou bien la forme en tremblant, l'entonnoir ouvert. Là, c'est très ouvert. Donc, l'extrémité apicale est plus large que l'extrémité cervicale. Passons au stade 9. Donc là, pour le stade 9, pratiquement, vous avez pratiquement la totalité de la racine qui est formée, c'est-à-dire au-delà de 2 tiers. Ça, c'est un point. Et qu'est-ce que vous remarquez? Les 2 parois se rapprochent. C'était un entonnoir ouvert, ensuite les 2 parois se rapprochent. Vous voyez, la forme de votre canal, elle est cylindrique. Là, déjà, l'extrémité apicale commence à se rétrécir. Très bien. Pour le stade 10 ou bien le stade mature, vous voyez, vous avez la jonction cémentodentinaire qui est en place, un apex punctiforme et vous voyez la convergence des 2 parois, c'est-à-dire radiculaires. Il est carbo, par contre, d'accord? Donc, dans le stade 8, c'était divergent. Ensuite, stade 9, c'était parallèle. Ensuite, le stade 10, c'est convergent. Il y les 2 parois. Et vous avez un apex punctiforme et ici, ce qu'on appelle la GCD ou bien la jonction cémentodentinaire apicale. S'il vous plaît, vous précisez jonction amylo-dentinaire apicale. Très bien. Donc là, c'est-à-dire entre le stade 8 et le 10, il faut compter 3 à 4 ans. Très bien. Donc, on va parler de la physiologie de la région apicale. S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Donc là, nous allons voir la physiologie de la région apicale. Pourquoi? Je vais vous faire ce rappel. Rappelez-vous bien, la prochaine fois, le prochain cours, vous allez voir, et vous allez voir pourquoi, c'est-à-dire lors
des thérapeutiques. Donc là, comme vous voyez ici, ça, c'est une présentation schématique d'une dent mature, complètement édifiée. Et à côté, c'est une dent en formation. Donc là, vous voyez ici, le petit carreau, en principe, c'est l'agrandissement. Donc, la rhizogénèse, cette partie, et l'agrandissement de cette petite partie. Très bien. Donc là, quand vous voyez, ou bien quand vous avez déjà vu en embryologie, la formation radiculaire est réalisée grâce à ce qu'on appelle, la gaine épithéliale d'Hertwig. Ça, c'est ce qu'on appelle la gaine épithéliale d'Hertwig. Donc, la gaine épithéliale d'Hertwig résulte de la fusion de l'épithélium adamantin, donc ça, c'est l'épithélium adamantin interne et externe. Donc, la gaine d'Hertwig résulte de la fusion de l'épithélium adamantin interne et l'épithélium adamantin externe. Donc, cette gaine d'Hertwig a le pouvoir inducteur sur les cellules de voisinage. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va stimuler, c'est-à-dire dans la partie interne, ici. D'accord? Elle va stimuler les cellules souches de voisinage qui vont, c'est-à-dire se différencier en odontoblastes. Vous voyez la couche odontoblastique qui va se former. La couche ici pré-odontoblastique et ici la couche odontoblastique déjà formée qui vont élaborer la dentine radiculaire. Donc, dans la partie interne, vous voyez ici, dans la partie interne, il y aura la différenciation des odontoblastes qui vont élaborer la dentine radiculaire. Et en externe, vous aurez toujours les cellules souches du voisinage vont se différencier en cimentoblastes qui vont former le ciment radiculaire ou bien la partie externe. Donc, là, vous aurez ce phénomène jusqu'à la formation complète, vous voyez ici, jusqu'à la formation complète de la racine. Cette gaine d'Hertwig va se dégénérer en ce qu'on appelle les débris épithéliaux de Malassez. Normalement, après la dégénérescence de la gaine épithéliale d'Hertwig, vous avez ce qu'on appelle les débris épithéliaux de Malassez. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Non, madame, c'est clair. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Vous allez voir la prochaine fois. C'est très important de connaître comment se fait l'édification radiculaire. La prochaine fois qu'il est comme la thérapeutique, vous allez mieux comprendre. Lorsque la gaine d'Hertwig est en activation, on aura un apex anatomique. Lorsqu'elle n'est pas en activation, on aura juste une barrière apicale. Donc, il faut connaître ça pour mieux comprendre le cours suivant. On va faire la prochaine fois. Donc, on va rentrer au vif du sujet. Les pathologies qui peuvent toucher la dent permanente immature. Donc là, pour les pathologies qui peuvent, c'est-à-dire toucher la dent permanente immature, nous avons premièrement la maladie carieuse. C'est la première, c'est-à-dire pathologie qui pourra, c'est-à-dire toucher les dents permanentes immatures. Vous avez ce qu'on appelle l'hypominéralisation des molaires et incisifs, hypominéralisation molaire incisive. C'est ce qu'on appelle MIH. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et les traumatismes dentaires. Donc, commençons par les lésions carieuses. Vous avez vu le cours sur la carie en détail. On va juste redéfinir encore une fois la carie, définition de l'OMS. Donc, c'est quoi un processus carieux? C'est quoi une carie? Donc, la carie, c'est un processus pathologique localisé d'origine bactérienne qui entraîne la déminéralisation des tissus durs de la dent et la formation d'une cavité. Donc, ça commence par une déminéralisation et si on ne traite pas, c'est-à-dire on ne fait pas, c'est-à-dire ce qu'il faut, les mesures d'hygiène et tout, ça peut, c'est-à-dire avec le temps, ça peut apparaître des cavités. Donc, toujours, les lésions carieuses commencent par des lésions microscopiques par une lésion microscopique qui peut évoluer vers la formation d'une cavité macroscopique, c'est-à-dire très visible à l'œil nu. Très bien.
on va voir un petit rappel épidémiologique sur la maladie carieuse. Donc, vous savez que la maladie carieuse est un fléau social. La maladie carieuse existe de nos jours pratiquement, si vous faites par exemple une visite dans l'hygiène scolaire, vous allez remarquer que pratiquement tous les enfants présentent au moins une carie. D'accord? Donc là, c'est une maladie commune de tous les enfants. Bon, mais elle n'est pas à l'état pandémique, mais elle reste, c'est-à-dire concentrée chez quelques enfants, surtout ceux qui consomment beaucoup d'hydrates de carbone, c'est-à-dire ne respectent pas les mesures d'hygiène, ce qui constitue un véritable problème de santé publique. Donc là, on va voir pour cette maladie, donc la prévalence de la carie a atteint son niveau maximal dans les années 70. Bon, s'il vous plaît, pour l'étude épidémiologique, j'ai pas trouvé une étude en Algérie. C'est une étude qui a été réalisée en Europe. D'accord? Donc là, le niveau, la prévalence, bien le niveau était maximal dans les années 90. Dans les pays industrialisés, l'indice CAO à 12 ans atteignait pratiquement 5,2 en 74. Depuis, ces valeurs sont améliorées. Pourquoi, Romain? Ils ont instauré vraiment une prévention primaire, secondaire, application du fluor, d'accord? Et vous voyez que l'indice CAO a complètement diminué, 1,23 en 2006. Très bien. Toujours dans l'épidémiologie, la première molaire est la plus précocement, la plus lourdement et la plus fréquemment atteinte par la maladie carieuse. Donc là, pour l'indice CAO de la dent de 6 ans, à l'âge de 12 ans, représente 70% de celui de toutes les bouches entières. Pratiquement, c'est la dent qui est la plus fréquemment touchée par la carie. Donc en 2010, plus de la moitié des enfants de 12 ans présentent au moins une lésion sur la face occlusale de la première molaire. Vous voyez quand même, la lésion est très, très, très remarquée au niveau de la dent de 6 ans. Pourquoi la dent de 6 ans? Pourquoi la dent de 6 ans spécialement? Parce que c'est la première dent à faire son éruption sur l'arcade. Généralement, la dent de 6 ans, une dent lactéale. Donc, elle passe inaperçue. Les parents ne font pas la distinction, bien la différence entre les molaires du lait et la première molaire définitive. Donc, c'est la première dent à faire son éruption sur l'arcade et en même temps, elle n'est pas précédée par une dent temporaire. Donc, les parents ne font pas, généralement, la plupart des parents ne font pas la différence entre les molaires du lait et la dent de 6 ans. En plus, la dent de 6 ans présente une anatomie coronaire très complexe. Par exemple, si on prend le cas de la première, la 46 ou bien la 36, vous avez 5 cuspides, une fossette vestibulaire, d'accord? Quand même, c'est une anatomie très complexe avec des sillons profonds, fractueux, avec une immaturité tissulaire. Donc, tout ça favorise, c'est-à-dire l'apparition de la carie. Aussi, pour la dent de 6 ans, dans certains malades ou bien certains enfants, remarquez la présence d'un capuchon muqueux en distal. Puisque la dent, son éruption sur arcade, avec le capuchon muqueux, c'est un site pour la stagnation des micro-organismes qui pourra, c'est-à-dire, provoquer par la suite, c'est-à-dire des caries. En même temps, l'enfance, les enfants consomment les hydrates de carbone, c'est-à-dire sans arrêt, sans limite, ce qui est, comme vous le savez, le substrat idéal pour les micro-organismes. Et pour l'hygiène, c'est très difficile de contrôler l'hygiène des enfants, c'est-à-dire l'hygiène bucco-dentaire. Donc, généralement, les enfants ne respectent pas les techniques de brossage et ne respectent pas, c'est-à-dire la durée du brossage. Tout ça favorise, c'est-à-dire l'apparition de la carie sur la dent de 6 ans. Aussi, la coïncidence des molaires infantiles qui peuvent être confondues par la dent temporaire.
par la molaire. En même temps, généralement, la petite enfance, les enfants, pardon, ont tendance à tomber malades. Donc, ils consomment beaucoup de traitements, beaucoup d'antibiotiques et beaucoup surtout les antibiotiques. Et là, vous voyez, vous avez déjà vu, les antibiotiques des enfants sont très sucrés. Ils rajoutent généralement, ils disent des goûts de fruits, ils rajoutent des sucreries, ce qui favorise l'apparition des caries. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne tout ce qu'on a vu? Non, madame, c'est clair. Très bien. Donc là, un autre point, la lésion carieuse chez l'enfant revêt un caractère d'urgence. Il ne faut pas attendre, il faut traiter le plus vite possible. Pourquoi? Il faut arrêter, c'est-à-dire l'évolution de la carie, pour pouvoir sauvegarder la vitalité pulpaire afin de permettre une édification radiculaire physiologique et favoriser l'évolution harmonieuse des arcades. Donc là, toujours, le diagnostic des lésions carieuses, c'est une urgence chez l'enfant. Il faut traiter le plus vite possible. D'accord? Donc là, les lésions carieuses de la dent permanente immature ressemblent à celles observées chez l'adulte. Mais il est possible de les individualiser par deux formes. Vous avez deux formes particulières au niveau de la dent immature. Donc là, le premier type, c'est ce qu'on appelle les caries évolutives. Les caries évolutives, généralement, commencent au niveau des dépressions anatomiques, les sillons, fossettes, d'accord? Vous allez voir, et elle évolue vite, d'accord? Pour donner ce qu'on appelle les caries cachées ou bien les caries surprises. Donc, ça, c'est les caries évolutives. Et vous avez un autre type, ce sont les caries de surface ou bien les caries rompantes. Là, les caries de surface, mais juste au niveau des dépressions anatomiques, vous allez voir, et dire sur les surfaces lisses de la dent. Donc là, commençons par les caries évolutives. Donc là, les caries évolutives, sont observées au niveau des plis et fissures des molaires dans les dépressions anatomiques. Donc là, au début, les lésions commencent au fond des anfractuosités. Vous voyez ici, un sillon très anfractueux, une anatomie très complexe. Donc, la carie commence à ce niveau, d'accord? Soit se forme de la lettre V, ou bien la lettre E, ou bien carrément, comme vous voyez ici, sous la forme d'une goutte d'eau qui sont, vous voyez, c'est profond, qui sont inaccessibles aux actions mécaniques et chimiques de l'hygiène bucco-dentaire. Donc là, le diagnostic de ces lésions débutantes invisibles cliniquement est très délicat. C'est-à-dire cliniquement, là, en clinique, on ne pourra pas les diagnostiquer puisqu'il faut avoir, c'est-à-dire les nouvelles techniques de diagnostic comme la fluorescence, ou bien si vous avez ce qu'on appelle le diagnostic ou bien le microscope. Mais sinon, cliniquement, sur malade, vous n'allez pas les constater puisque vraiment, il faut l'aide de la nouvelle technologie pour pouvoir les diagnostiquer. Donc là, ce sont des caries, comme vous voyez, qui commencent au niveau des dépressions anatomiques. Elles sont occlusales, extensives en largeur et en profondeur. Vous voyez ici, cliniquement, quand vous voyez la dent, vous avez l'impression qu'il s'agit d'une petite carie. Mais là, vous voyez la radio, c'est une carie qui a évolué en surface et en profondeur, d'accord? Et pourquoi généralement cette évolution est souvent sans symptomatologie douloureuse? Vous savez pourquoi? Puisque vous avez encore l'innervation qui est immature et vous n'avez pas la notion de vase clos, donc le malade, le petit patient ne va pas sentir mal, c'est une maladie qui va, c'est-à-dire ça se propager à bas bruit, d'accord, sans symptômes. Ce sont les lésions à progression rapide. D'accord? Donc là, cliniquement, par exemple ici, un petit pertuis découvert lors d'un examen à la sonde
se traduit toujours, c'est-à-dire une surface d'émail non soutenue par de la dentine saine. Vous voyez ici, c'est une surface d'émail qui n'est pas soutenue. Ça, c'était le premier type. C'est ce qu'on appelle les carrés évolutifs, les carrés à évolution rapide. D'accord? Et vous avez ce qu'on appelle les carrés de surface ou bien les carrés rampantes. Les carrés de surface, comme elles sont observées pas au niveau des dépressions, au contraire au niveau des surfaces lisses. Généralement, les faces vestibulaires, des incisives canines, les collets vestibulaires des prémolaires et molaires. Donc, ce sont des lésions en surface, beaucoup plus en surface qu'en profondeur. D'accord? Vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on appelle les carrés rampantes. Vous voyez, ce sont des carrés plus larges que profondes. Ça, c'est ce qu'on appelle les carrés de surface lisse ou bien les carrés rampantes. Vous voyez, ce sont des lésions qui sont plus superficielles que larges. Ce sont les deux formes cliniques que vous pouvez rencontrer chez l'enfant, les carrés évolutifs et les carrés rampantes. Est-ce que vous avez compris pour la première pathologie, la lésion carieuse, s'il vous plaît? Oui, madame. Très bien. Donc, on passera à une deuxième pathologie. C'est ce qu'on appelle l'hypominéralisation molaire et incisive. Ou bien, vous allez trouver dans la littérature une abréviation, les MIH. MIH. Les MIH, ce sont les hypominéralisations molaires et incisives. Donc, c'est quoi une hypominéralisation des molaires et incisives? C'est une fragilisation et une altération de la qualité de l'image. C'est une altération de structure. Donc, cette pathologie touche environ 15% des enfants et elle rend les dents plus vulnérables au risque carieux. Donc là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une hypominéralisation des molaires et incisives? Donc, désigné sous le terme MIH, donc il s'agit d'un défaut de structure amilaire. Les dents touchées présentent une opacité isolée. Dans la teinte, vous allez voir que la teinte va se varier du blanc crème au jaune marron. D'accord, vous allez voir les photos. C'est une maladie qui a été découverte dans les années 70. C'est une anomalie concernée désormais 15% des enfants de 5 à 7 ans, selon Dr Jean Patrick. C'est le président de la Société française d'odontologie pédiatrique, avec une prévalence qui est en augmentation et qui peut dépasser 40%. D'accord? Donc, les MIH se localisent principalement à l'hypominéralisation molaire et incisive. Vous allez la rencontrer au niveau des molaires et au niveau des incisives. D'accord? Sa prise en charge doit être précoce. Pourquoi? Puisqu'une hypominéralisation risque de provoquer une hypersensibilité dentaire. Elle favorise la progression de la carie. Et si vous avez des caries profondes, ça va rendre pour un enfant une difficulté pour l'anesthésie, c'est-à-dire pour pouvoir faire les soins. Donc là, sur la photo, c'est une hypominéralisation, une MIH, vous voyez ici. Elle ressemble, la dent en gâteau de miel. D'accord? On dirait, vous avez du miel sur la surface de la dent. Ce qu'on appelle la dent en gâteau de miel. Vous voyez ici, vous avez une déminéralisation même, c'est-à-dire un changement de couleur, même au niveau des incisives du bas. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle les MIH. Toujours une autre photo. Vous voyez, on dirait que vous avez du miel sur la surface de votre dent. On appelle l'hypominéralisation. Vous allez, pour pouvoir faire le diagnostic, vous allez les constater. Vous voyez ici, comme la coloration va du blanc, jaune, vert, c'est-à-dire jusqu'à une coloration foncée. Ici, par exemple, c'est marron. Donc, elle est très rencontrée actuellement. Donc là, la sévérité de la teinte varie d'un enfant à l'autre, d'une dent à l'autre, d'accord? Mais il faut toujours limiter, c'est-à-dire la progression, il faut renforcer l'émail. Pourquoi? Pour éviter, c'est-à-dire l'apparition de la lésion carieuse, il faut renforcer les molaires
par l'utilisation du fluor, par l'instauration d'une bonne hygiène bucco-dentaire, d'accord? Tout ça pour, c'est-à-dire éviter l'installation de la carie. Donc, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne l'hypominéralisation molaire et incisive, s'il vous plaît? Non, madame. Avec quoi vous faites votre diagnostic différentiel? Donc, généralement, pour les MIH, vous pouvez faire le diagnostic différentiel avec les fluoroses. Cependant, pour les fluoroses, vous connaissez ce que ça veut dire une fluorose? S'il vous plaît. Non, madame. La fluorose, Fluor. un excès de fluor, une intoxication en fluor, d'accord? Cependant, la fluorose, elle est généralisée. La coloration est généralisée sur toutes les dents, et les dents supérieures et les dents inférieures. Mais par contre, les MIH, vous allez les rencontrer au niveau des molaires et au niveau des incisives. Pas les prémolaires, pas les canines. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, il nous reste la dernière pathologie qui pourront toucher la dent permanente immature. Ce sont les traumatismes dentaires. Donc là, de point de vue épidémiologique, les traumatismes sont très fréquemment rencontrés au niveau du bloc antérieur, le bloc incisivo-canin supérieur. D'accord? En denture permanente, 19 à 40% des enfants de 6 à 12 ans sont touchés par les traumatismes dentaires. Pourquoi? Puisqu'à cet âge, généralement, les enfants ont des activités sportives, il y a les accidents domestiques, les rixes, d'accord? Donc, ce qui peut provoquer un traumatisme dentaire. Et généralement, ce sont les garçons qui sont beaucoup plus touchés par rapport aux filles. Donc là, pour les enfants âgés de 8 à 10 ans, constitue une tranche d'âge ciblée par les traumatismes bucco-dentaires. De plus de 81% des traumatismes concernent les incisives centrales supérieures. C'est les plus touchés par les traumatismes. Ce sont les incisives centrales supérieures. Très bien. Donc là, les dommages qui pourront toucher les tissus dentaires et les tissus parodontaux, c'est-à-dire les tissus péridentaires, les tissus de voisinage. Donc, les lésions criées sur le tissu pulpaire combiné à celles du ciment, du desmodonte, des cellules osseuses, génèrent des phénomènes de résorption, il y a des phénomènes résorptifs pouvant avoir des conséquences très graves, comme par exemple la perte carrément de la dent, une résorption radiculaire et par la suite la perte de la dent. Donc là, les traumatismes peuvent être à l'origine aussi d'une expulsion pulpaire, une exposition pulpaire, c'est ce qu'on appelle les fractures pénétrantes. Le trait de fracture passe au niveau de la pulpe. Donc le malade qui dit comme en consultation, vous voyez un point rouge sur le bord libre, ce qui explique, c'est-à-dire que le trait de fracture est pénétrant, il a touché la chambre pulpaire, comme il peut être couronno-radiculaire. Une atteinte parodontale, comme l'atteinte parodontale, ça veut dire que vous aurez une lésion du paquet vasculo-nerveux apical, comme les luxations, les expulsions et les intrusions. Donc là, pour les traumatismes, vous avez plusieurs classifications. La plus largement utilisée actuellement, c'est celle de l'OMS, d'accord? Donc là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous avez eu le cours sur le traumatisme, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez eu le cours sur les traumatismes? On en sait, madame. Oui. Pas encore. Très bien. Normalement, vous aurez tout un chapitre sur les traumatismes. Donc, à la Hadik, je n'ai pas voulu mettre trop de détails. D'accord? Donc, pour la classification, ce que vous allez à adopter, la classification la plus largement utilisée, c'est celle de l'OMS. Vous allez voir que vous avez plusieurs classifications. Classification de Vanek, plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais celle qui est la plus largement utilisée, c'est celle de l'OMS. Vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, vous allez la trouver. Normalement, vous allez la voir dans votre cours.
Donc, vous avez soit les traumatismes purement dentaires, c'est des traumatismes qui touchent uniquement la dent, comme on peut avoir une atteinte parodontale. Donc, parmi les atteintes parodontales, vous avez ce qu'on appelle les luxations. Qu'est-ce que ça veut dire une luxation? Une luxation, c'est une dent qui, suite au traumatisme, va changer de position. تبدل la position تاعها. D'accord? هذيك نعيطوا لها une dent luxée, une luxation. D'accord? L'expulsion, c'est l'extraction totale de la dent. Il dit que le malade avec la dent dans la main. C'est avec un alvéole déshabité, un alvéole vide. La dent, c'est-à-dire suite au traumatisme, quitte son alvéole. Il dit comme la dent finit de le patient. D'accord? Ou bien une intrusion. L'intrusion, la dent rentre dans le maxillaire, tout roule le maxillaire. D'accord? Donc là, pour le diagnostic différentiel, généralement, de l'expulsion et l'intrusion totale, l'expulsion totale et l'intrusion totale. On fait le diagnostic différentiel binatome. Donc, si vous avez un alvéole déshabité, un alvéole vide, soit vous cherchez la dent, c'est-à-dire dans les environs du traumatisme, ou bien, il a malgré tout, vous prenez une radio, à l'intérieur du maxillaire, c'est-à-dire si vous avez un traumatisme très violent. Donc là, vous allez voir les traumatismes en détail, les thérapeutiques des traumatismes. Donc, je n'ai pas voulu trop charger le cours, parce que vous allez voir tout ça en détail en traumatologie. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Non, madame, c'est clair. Madame, très bien. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Oui. Oui. Dans le cas de l'expulsion. Oui. Quoi, Total de la dent. Oui. L'expulsion totale de la dent. Premièrement, il faut conserver la dent dans un milieu approprié. Donc là, il faut la mettre dans du sérum physiologique. Arrêtez s'il vous plaît le microphone. Très bien. Donc là, il faut déjà conserver la dent. Il faut la conserver soit dans le sérum. Pourquoi on doit la conserver? Pour éviter la déshydratation du ligament alvéolo-dentaire. Donc, vous devez la conserver dans un milieu physiologique qui se rapproche à celui, c'est-à-dire du naturel. Donc, soit vous la mettez dans du sérum physiologique, ou bien dans du lait, ou bien dans le blanc d'œuf. Est-ce que c'est clair? Et vous devez c'est-à-dire consulter immédiatement le dentiste, c'est-à-dire si on arrive à réimplanter la dent dans 1 heure de temps, en principe, on espère même une réattache de la dent, c'est-à-dire le ligament alvéolo-dentaire, si vous le conservez bien dans un milieu, c'est-à-dire il ne se déshydrate pas, on peut espérer une réattache avec la dent, même la vitalité. Est-ce que c'est clair? Là, quand il s'agit d'une dent immature, hein, d'accord? Mais par contre, pour la dent mature, on va dévitaliser systématiquement. D'accord, merci. Très bien. Donc, en conclusion, toute pathologie, carie ou bien traumatisme de la dent permanente immature nous oblige à reconsidérer le thérapeutique conservatrice en fonction du stade de formation radiculaire et apicale. Donc, nos interventions vont donc porter sur des surfaces en évolution et notre but premier sera de permettre aux formations dentaires alvéolaires de parachever leur édification.